Alors, pour commencer, deux questions, et c'est pour ça que je dis non, je vais parler d'autre chose, c'est que est-ce qu'il y a une pédagogie pour prévenir le décrochage scolaire? Est-ce que ce serait une pédagogie qui serait différente d'autres pédagogies? Et puis, est-ce qu'il faut forcément mettre un S à pédagogie, hein, de mettre au pluriel? Et puis, première question, ou ensemble de questions. Et deuxième question, est-ce que finalement, ne laisser personne au bord du chemin, vous savez que c'est quelque chose que l'on entend fréquemment prononcer, est-ce que ne laisser personne au bord du chemin n'est pas un objectif qui est assigné à chaque enseignant quel qu'il soit, et donc, est-ce que finalement, au bout du compte, prévenir le décrochage scolaire, ça n'est pas agir normalement dans la classe? Je crois que ça me paraît important parce que il y a sinon, à mon avis, trois risques auxquels on est susceptible de ne pas échapper si on veut absolument différencier les choses. Là, le premier risque pour nos enseignants, c'est finalement de les culpabiliser ou de même se culpabiliser. Finalement, je n'ai pas bien agi, et quand je fais le bilan de mon action, eh bien, je m'aperçois qu'il y a des élèves qui ne suivent pas. Mais enfin, est-ce que ça doit rentrer par là? Qu'on s'interroge sur les élèves qui sont en difficulté et qu'il faut aider, oui, mais que l'on dise c'est de ma faute, attention à ne pas franchir un pas qui serait culpabilisant alors qu'il nous faut au contraire responsabiliser. Et la formation des enseignants, premier fondement, c'est sans doute leur responsabilisation comme évitement de la culpabilisation. Deuxième risque, c'est que quand on dit y a-t-il une pédagogie pour prévenir le décrochage scolaire, on est en train d'introduire des pédagogies pour chacune des situations d'élèves qui pourraient se présenter. Alors, on a une pédagogie pour des élèves qui relèvent du handicap, on a une pédagogie pour des élèves issus de l'immigration ou des élèves migrants. Voilà. Et donc, on est susceptible d'arriver de ce fait à une spécialisation du métier qui devient vite préjudiciable et qui introduit, et vous le savez bien, une diversification dans les structures, et à chaque élève, on va faire rejoindre un groupe particulier à un élève qui répond aux critères de ce groupe. Et on retombe dans les travers que Sylvain Connac a évoqués tout à l'heure quand il parlait de la constitution des groupes. Il faut qu'on soit très attentif à ça, et à partir de ce moment-là, on aura un groupe donné dans lequel on dispenserait une pédagogie particulière et puis un autre. Alors évidemment que tout n'est pas possible pour tout, mais à un moment donné, il faut malgré tout être attentif à ce qu'une pédagogie dans une structure particulière ne conduise pas à une stigmatisation des élèves. Et puis, troisième question, si on dit, et vous voyez qu'il y a plein de contradictions dans les questions et les réponses, c'est que si on dit il n'y a pas de pédagogie particulière et finalement ne laisser personne au bord du chemin, c'est un objectif qui s'assigne à tous les enseignants, eh bien le risque, c'est que finalement on ne prenne jamais conscience que le décrochage scolaire existe. Vous voyez, j'ai confusion dans toutes mes réponses, mais pour autant cette confusion, elle s'inscrit aussi dans nos esprits. Et nous avons très très longtemps fonctionné, et les enseignants nous-mêmes avons très longtemps fonctionné, sans penser véritablement que le décrochage scolaire se créait, se déroulait, prenait naissance sous nos yeux. Et dans la formation, aujourd'hui, nous avons besoin d'introduire cette notion de décrochage scolaire
pour justement penser, comme le font les Québécois, penser tout de suite dans notre pratique accrochage scolaire, permanence dans les apprentissages, maintien de l'attention et de la concentration, autrement dit persévérance scolaire. Donc vous voyez, attention aux questions que nous posons. Y a-t-il une formation particulière, ce qui voudrait dire qu'il y a une pédagogie particulière, etc. etc. Moi, je réponds d'emblée, non, il n'y a pas de formation particulière, mais on va voir, il y a à être très attentif à la formation que nous donnons à nos enseignants et nos futurs enseignants aujourd'hui. S'il n'y a pas de pédagogie particulière, alors quid de la prise de conscience du décrochage scolaire des élèves? Alors pour répondre à cela, je voudrais organiser très vite, puisque je souhaite laisser un peu de temps aux questions, ce que je ne fais jamais en principe, c'est plus confortable d'ailleurs. C'est une pédagogie aussi, quand même. 3 points. 3 points, c'est premièrement responsabiliser dans la formation, responsabiliser les enseignants plutôt qu'à un moment donné, inconsciemment, le système ou son encadrement viennent les culpabiliser. Responsabiliser les enseignants, ça peut passer aussi, et ça peut passer d'abord, je vais ouvrir là une porte, je ne sais pas s'il faudra la refermer, mais je me dis que, est-ce que finalement, il faut interroger notre modalité de recrutement de nos enseignants. Voilà, je pose la question. Après, je vous dirais qu'il faut être un peu audacieux. Donc, avec audace, moi, j'ose poser la question du recrutement des enseignants. Aujourd'hui encore, nos enseignants sont recrutés sous un format académique presque pur, même s'il y a eu des évolutions en 2014, il n'empêche que la première sélection au concours de recrutement, elle porte sur des savoirs académiques pour l'essentiel. Et puis, si les savoirs académiques sont maîtrisés, alors les épreuves des concours et les épreuves d'admission vont aller chercher davantage sur des compétences qui vont pouvoir être mises dans la relation pédagogique. Les épreuves deviennent de plus en plus professionnelles. Mais sur la première partie, on voit bien qu'on vient encore valider des savoirs, une maîtrise des savoirs, qui est indispensable, mais qui pour autant l'a déjà été dans un parcours universitaire précédent. Donc, première question, est-ce que à un moment donné, il n'est pas important au moment de la préparation du concours et au moment du concours de responsabiliser le futur enseignant par rapport au choix qu'il a fait. C'est-à-dire, je maîtrise mes savoirs disciplinaires, mais aujourd'hui, le choix que je fais, et je veux être évalué là-dessus, c'est le choix que je fais, c'est de devenir enseignant, et donc je vais être évalué sur mes compétences à entrer en relation avec l'autre et à amener les autres à persévérer dans leur parcours. Moi, c'est une question qui me préoccupe encore aujourd'hui, et sans doute d'autres la partagent. Deuxième élément sur cette dimension responsabilisation, c'est quand même, puisque je vous ai dit, il ne faut pas oublier le décrochage. Si on n'en parle pas, alors on ne pense pas que cela peut se produire. C'est quand même d'apporter des connaissances aux enseignants et aux futurs enseignants dans leur formation sur ce que sont les élèves et ce que sont les facteurs qui viennent bousculer le parcours d'apprentissage d'un élève. Il y a, et là, quand on va sur les documents de l'IFE, Catherine Perrotin est dans la salle, et je vous encourage à y aller, il y a
vraiment là des études qui tracent les facteurs externes et les facteurs internes venant perturber ou accompagner ou valoriser ou permettre plus facilement les parcours des élèves. Et cette connaissance, non pas de la globalité du collectif, mais de l'individualité des élèves, aujourd'hui, est indispensable. Et elle est d'autant plus indispensable qu'il ne vous a pas échappé que dans la réforme de la scolarité obligatoire, que dans la réforme des cycles, on parle de plus en plus de parcours. Alors attention à ne pas mettre parcours à toutes les sauces, parce que là aujourd'hui il y a pléthore de parcours. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle de parcours, on parle bien du parcours d'un élève. Après, on y met des qualificatifs, hein, ou des substantifs ou des compléments, mais quoi qu'il en soit, si l'on passe d'apprentissage à un parcours d'apprentissage, alors cela impose que nous connaissions l'élève. Et deuxième élément, c'est de pouvoir, dans la formation, apprendre aux enseignants à connaître l'élève et à être en mesure de passer un minimum de temps en ayant construit sans doute en commun un outil de positionnement. Je n'ai pas peur du mot, hein, c'est un mot que nous utilisons aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation, mais l'outil de positionnement qui fait que l'enseignant apprend ce qu'est l'élève qui est devant lui et ensuite, et j'y reviendrai, cette connaissance étant partagée avec ses collègues. Et nous n'avons absolument pas, je pense, progressé sur le fond de ce positionnement. Voilà des outils qui sont à construire. Voilà une nouvelle frontière, j'aime bien ce terme, une nouvelle frontière qui est à conquérir. Alors, je vous passe sur les détails de ce positionnement, mais connaître paraît important. Voilà, ça c'est finalement, à mon avis, on ne peut pas être responsable si on ne sait pas de qui nous sommes responsables. Alors, deuxième point, deuxième entrée, et là, c'est mon leitmotiv. Chers collègues qui êtes là, s'il y a des jeunes, mais il y a des jeunes, je vois qu'il y a des jeunes, écoutez, arrêtez de penser à ce que vous avez fait. Il faut introduire, non pas une formation de rupture, mais une formation en rupture. C'est bien, et il me semble indispensable qu'aujourd'hui, et notamment si nous traitons du décrochage scolaire, il me semble indispensable que nous soyons en rupture avec le référentiel qui nous a amenés jusqu'ici. Et c'est très bien qu'il nous ait amenés jusqu'ici. Et c'est très bien que nous ayons réussi. Et je dirais, c'est encore mieux que nous ayons et que vous ayez choisi ce métier. Mais vous avez choisi, mais surtout, il faut que vous soyez convaincus aujourd'hui que si vous avez choisi ce métier, ça n'est pas pour reproduire à la lettre près et au chapitre près et à la modalité près ce que vous avez vécu précédemment. Le référentiel de l'enseignant n'est pas le même aujourd'hui que celui de l'élève. Il ne l'a jamais été, vous me direz. Il ne l'a jamais été. Sauf que jusqu'à une date encore très récente, nous avons peu ou prou reproduit le modèle pédagogique ou les modèles pédagogiques qui nous ont, à nous, permis de réussir dans une société et un cadre où l'élitisme et ses dérives
Et quand je dis ces dérives, je parle de l'évaluation, je parle du tri des élèves, je parle de cette aspiration à aller, que portent les parents et que nous avons partagé avec les parents, à aller vers des filières d'excellence. Quand je dis filière d'excellence, c'est les filières S, puis c'est les classes préparatoires. Il faut savoir que notre système fonctionne avec ce référentiel-là. Et que par rapport aux élèves que nous avons, ce sont des éléments du référentiel qui sont à des allées-lumière de leurs préoccupations et surtout de leurs modalités d'apprentissage. Et là, il me semble que aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela. Il y a à la fois d'autres modalités d'apprentissage, mais il y a à la fois d'autres aspirations des élèves qui ne viennent pas en contradiction avec l'excellence. C'est l'excellence de chacun des élèves, et Sylvain Connac l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'excellence de chacun des élèves, ça n'est pas l'excellence dans l'absolu ou dans l'absolu que nous nous construisons. Nous avons, le ministère a interrogé un certain nombre d'enseignants, de néo-enseignants qui abordent leur classe aujourd'hui et qui montrent bien que finalement, il y a une forme d'insécurisation encore aujourd'hui parce que face à la classe, les néo-titulaires et les stagiaires sont complètement imprégnés du référentiel qui les a formés. Eh bien, ils montrent dans leur expression qu'ils ont peur du désordre. Le désordre de la classe, le remue-ménage qui n'est pas un remue-ménage, le bruit, les interpellations sont quelque chose qui fait craindre à l'enseignant l'entrée dans ses apprentissages et l'interroge sur la maîtrise de sa classe. Il est donc important de prendre ça en considération et de rassurer, parce que finalement, le désordre, et c'est ce qu'il nous faut amener aux enseignants, peut être un levier d'enseignement. Et puis, troisième point, les enseignants sont bien préparés au collectif, et je crois qu'ils sont finalement bien préparés à prendre une classe, même s'ils en ont peur, et les premiers pas, les premières semaines sont difficiles. Ils sont bien préparés à prendre une classe, ils sont beaucoup moins bien préparés à prendre un individu dans la classe et à le positionner. On en revient au positionnement. Le positionner par rapport à lui-même, cet enseignant, cet élève, pour mieux le connaître, et le positionner dans la classe pour voir ce qu'il peut apporter finalement dans le désordre. Donc, je crois que quand je parle de formation en rupture, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Il ne s'agit pas de renier la formation qui nous a amenés là où nous en sommes, ou qui a amené les enseignants là où ils en sont, mais il s'agit de leur dire, grâce à tout ce que vous avez appris et au fait que nous vous ayons sélectionné, eh bien, vous pouvez faire autre chose et autrement. Et surtout, ne reproduisez pas systématiquement ce que vous avez appris. Si vous voulez quelques questions. Oui, non, mais c'est... Voilà. Donc, je vais... Enfin, pas enfin. Autre élément, pour l'instant, vous voyez, j'ai parlé de l'enseignant et je n'ai pas parlé des enseignants. J'ai parlé du collectif, mais de l'enseignant par rapport au collectif de sa classe. Et les choses ont été introduites dans la conférence précédente. Nous devons, dans la formation des enseignants, leur apprendre à entrer dans un collectif. Il n'est plus possible de laisser l'enseignant seul se débattre face à des situations qui sont de plus en plus complexes. Mais que nous pouvons traiter, que nous pouvons gérer, que nous pouvons maîtriser en faisant appel à un collectif de métiers qui sont dans un établissement scolaire ou autour de la classe. Je pense, et ça, ce sont les alliances éducatives qui sont portées dans le titre du rapport, il y a
par rapport à des situations problèmes et par rapport à des situations d'élèves, par rapport au parcours des élèves, il y a à mobiliser des équipes pluricatégorielles et donc connaître pour l'enseignant quelles sont les composantes de ces équipes possibles et quel est le métier exercé par chacun des membres de ces équipes. Ce sont les conseillers principaux d'éducation et les personnels d'éducation. Moi, ne me dites pas, il y a des conseillers principaux d'éducation dans la salle, je l'espère, mais je suis quand même encore un peu surpris. Enfin, je veux dire, quand j'interroge un enseignant sur que fait le conseiller principal d'éducation, je peux déjà lui donner la réponse qui est celle de son référentiel précédent. Il y a les personnels sociaux et de santé, et il y a les associations partenaires de l'école qui constituent des réponses, des ressources sur des situations qui sont présentées aux enseignants. Et il y a des cadres pour cela, et des cadres qu'il nous faut complètement réinvestir. Quand je dis formation en rupture, c'est aussi remisons finalement les pratiques que nous avons laissées tomber, enfin réinvestissons plus exactement les pratiques et les espaces que nous avons laissés tomber par les faits et l'habitude. Je pense notamment au conseil d'enseignement. Je pense notamment aux conseils de classe qui ont vraiment le conseil de classe, pour l'avoir examiné et avoir étudié des conseils de classe dans le cadre des travaux de l'inspection générale, ils ne portent dans un grand nombre de situations plus que ce nom pour en faire des lieux de conseil. Ils ne sont plus véritablement des lieux d'échange où le collectif enseignant partage les problématiques de la classe et des élèves qui la composent. Puis en matière de prévention du décrochage scolaire, on n'oubliera pas la place que doivent prendre, et j'insiste sur le verbe devoir, les enseignants dans les groupes de prévention du décrochage scolaire, qui, si on ne veut pas qu'ils soient des coquilles vides, doivent être complètement marqués par le processus d'apprentissage de l'élève. C'est donc dans ce cadre-là, nous devons évoquer les facteurs externes, les facteurs internes et le processus d'apprentissage pour pouvoir déterminer un parcours de sauvetage de l'élève. Et je termine en reprenant deux choses. J'aurais pu parler de Parsons qui s'est intéressé à la caractéristique du métier d'enseignant. J'aurais pu parler de Bourdoncle qui a traité à la fin des années 90 le profil et le schéma de la professionnalisation des enseignants. Puis je vais m'arrêter sur Pernoud, si vous le voulez bien, avant de terminer, puisque, et ça rejoint ce que je disais à l'introduction, Pernoud considère qu'il faut distinguer entre les savoirs à enseigner, on leur a fait un peu le procès tout à l'heure, mais enfin je crois que les savoirs sont extrêmement importants, et les savoirs pour enseigner, et que c'est sans doute là où la formation initiale des enseignants doit s'arrêter. À côté des savoirs à enseigner, les SP doivent être très attentives à amener les savoirs pour enseigner. Et ces savoirs sont l'expérience, la pratique quotidienne, la pratique de la classe, la connaissance concrète des élèves et des processus d'apprentissage qui peuvent être apportés par des praticiens qui font vivre les écoles. Et avant de conclure, je ne voudrais pas ne pas évoquer, après la formation initiale, la formation continue. Elle est aujourd'hui devenue indispensable, incontournable. Et en matière de prévention du décrochage scolaire, c'est sans doute en formation continue que l'on progressera le mieux par des échanges de pratiques, par des échanges entre pairs, par des échanges entre pairs qui sont aussi conduites par la recherche. Ça me paraît extrêmement important. Et puis,
par le partage d'indicateurs qui sont partagés notamment au niveau de l'établissement. C'est ça l'intérêt de la formation continue, c'est qu'elle amène l'enseignant à analyser sa pratique, à analyser les problématiques qui lui sont, auxquelles il est confronté dans la proximité de son lieu de travail. Et c'est sans doute le moyen le plus achevé aujourd'hui et le plus performant, dont les effets sont les plus remarquables, que de faire de la formation continue dans le cadre des lieux d'apprentissage. Merci beaucoup.